Nous ne sommes pas mercredi, mais jeudi, et exceptionnellement, nous retrouvons aujourd'hui notre ami Daniel Guggenheim pour parler de notre rubrique économique de la semaine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Bonnes vacances? Oui, je suis revenu de Chypre, oui. Très bien, donc en pleine forme. On va quand même parler des sujets de l'actualité économique de cette semaine. Et on va commencer par le projet Tama Shloshim Veshmone, le Tama 38, donc, qui permet de restaurer des bâtiments en Israël. Et vous nous annoncez la fin du Tama 38? Oui, vous savez que nous avons beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et certaines fois, ils m'envoient des sujets à traiter qui les intéressent. D'accord. Et il s'est trouvé qu'une auditrice m'a demandé de parler de ce sujet. Et justement, quand elle m'a envoyé ce sujet-là, et on en a beaucoup parlé cette semaine et la semaine dernière, au niveau des hauts fonctionnaires de ce qui concerne la planification du bâtiment dans les prochaines années. Ce qu'on appelle en Israël Menahel Atir, Minal Atirnout. Et ils ont fait deux déclarations fracassantes. Et la dernière en date, elle a dit, en mai 2020, la chef de cette planification, c'est terminé ce projet Tama 38. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs... Oui, il faut expliquer de quoi il s'agit exactement. Il s'agit en quelques mots en plus que ce que vous avez dit. À cause du problème des tremblements de terre d'abord, et il a été décidé que les anciens bâtiments, surtout ceux qui ont été créés dans les années 50 ou autres, auraient besoin que les fondations soient restaurées et renforcées. Pour cela, justement, les travaux de réflexion ont donné la possibilité et aux promoteurs qui feraient ce travail et aux habitants de pouvoir construire encore en plus de la partie existante. Maintenant, il existe toujours souvent des divergences entre différents propriétaires des appartements. Est-ce qu'on est intéressé, est-ce qu'on n'est pas intéressé? Ça, c'est au niveau des gens. Maintenant, au niveau des villes, les maires, depuis très longtemps, se sont opposés à ce projet. Parce que eux, ils disent, vous faites maison par maison, au lieu de faire une planification au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville. Et donc, nous, on a des besoins dans la ville, on a des besoins socio-économiques, on a des problèmes. Et de faire que chaque maison va être différente, ça va avoir son propre programme, ça, c'est pas bon pour nous. Et peut-être au niveau des transports, au niveau de l'éducation, au niveau de tout ce que nous voyons en gros. Et d'ailleurs, maintenant, ces dernières années, vous avez remarqué, le ministère des Finances et de l'Habitation est passé à des accords, ce qu'on appelle Eskemé Gag en Israël, des accords de toit entre les maires et le gouvernement pour justement planifier. Surtout que les promoteurs, et on les comprend aussi d'un côté, choisissent en général des quartiers qui sont des quartiers où ils peuvent avoir un bon rendement au niveau de la vente des appartements qu'ils vont construire. Et donc, certains quartiers qui sont un peu moins cotés restent dans le même état et qu'ils ne profitent pas de ce programme Tama Shloshim Veshmone. Maintenant, vous savez, par exemple, à Jérusalem, il y a des quartiers qui étaient défavorisés avant, comme Kiryat Yovel ou même Kiryat Menachem, qui étaient considérés comme socio-économiques pas bons, où il y a beaucoup, justement, d'appartements. Donc, à ce niveau-là, Yahweh aurait besoin de restaurer, mais ils le font dans ces quartiers-là. Mais encore une fois, c'est des grands tours, vous savez, souvent, des choses comme ça, qui peut-être ne correspondent pas au quartier. Alors, maintenant, pourquoi ils ont décidé justement, à cause justement de cette idée de planification et d'aller vers les mairies, le gouvernement et surtout les hauts fonctionnaires du ministère de l'Habitation ont décidé de faire arrêter en mai 2020. Maintenant, j'ai vu que les promoteurs étaient en panique. Pour eux, c'est, comme vous avez bien dit, c'est pour eux beaucoup d'argent qu'ils peuvent perdre, surtout que le marché immobilier n'est pas extraordinaire en ce moment. Et souvent, comme on en parlera après, dans d'autres sujets, ce que les fonctionnaires décident, c'est souvent ce qui se passe après, et pas obligatoirement. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il n'y a pas de projet de remplacement pour le moment. Le projet de remplacement, ça sera une planification au niveau des SKMEGAC. Mais maintenant, pour l'instant, et c'est ce qu'ils ont dit mai 2020, il faut suivre. Voilà. Alors, ceux qui utilisent les autobus, et ils sont nombreux, connaissent le fameux RAV-CAV, cette carte qui vous permet de payer l'autobus, de monter dans un autobus, et vous nous dites que ces cartes sont bientôt périmées.
Oui. Ce qui se passe comme ça, les premières cartes RAVCAV ont été émises en 2011. Et ils ont été émises que pour 8 ans, en 1er juillet 2011. Donc, le 1er juillet 2019, alors ils se sont périmés. Maintenant, les gens n'ont pas été prévenus au début. Et ceux qui avaient pris depuis le départ, surtout ça, je crois que c'est déjà à Jérusalem, il y a 8 ans. Et alors, ils sont arrivés dans les bus et ils n'avaient pas... Et tout d'un coup, ça ne marchait pas. Ça ne marchait plus. Ou dans le tram, la Rekevet Kala, comme on appelle, ça ne marchait pas. Et donc, vous savez que maintenant, il n'y a pas de possibilité de payer dans le bus. Et donc, ils pouvaient avoir des amendes. Et en plus de cela, ces gens-là avaient beaucoup de défauts. Vous savez, vous pouvez, sur ces cartes RAVCAV, avoir beaucoup de shkalim dessus, parce que on peut faire au camp qu'on veut pour pouvoir voyager. Alors, les gens les gens qui ne savaient pas comment faire ont perdu l'argent qui était sur ce RAVCAV. Alors, il faut savoir... Alors, comment on fait dans ces cas-là, s'il est périmé, notre RAVCAV? Il faut parler, nous parlons du quotidien, nous parlons à nos auditeurs pour essayer de les aider. Et je vous dis, il y a plusieurs façons de faire que la carte RAVCAV que vous avez ne soit pas périmée et que de toute façon l'argent, le crédit qu'il y a dessus vous sera transféré. Il faut aller dans les endroits vous savez des fois des entreprises qui sont spécialisées. Maintenant, il existe aussi sur Internet une application qui permet de faire ça. Il y a aussi un téléphone. Il y a des points de vente aussi, des points de vente, de le faire de façon pas désordonnée pour justement ne pas perdre cet argent-là. Et donc changer la carte aussi. Et il faudra changer la carte. Alors si vous cherchez du travail, sachez qu'il y a beaucoup de présidents, pratiquement tous les présidents, les directeurs plus exactement des grandes banques israéliennes qui ont ces derniers temps démissionné. Alors comment on l'explique ? Oui. Je vous avais posé la question si vous étiez intéressé. C'est les PDG des 3 grandes banques, Poalim, Leumi et Discount, ont, comme vous dites, ensemble, dans les quelques jours qui viennent de passer, à donner leur démission à leur directeur. Alors, certains ont dit que c'est dû au fait qu'ils ne gagnent pas assez. Vous savez, il y a une loi maintenant qui limite à plusieurs millions de shekels le salaire des directeurs des banques. Je ne crois pas que c'est ça la raison. Et dans la presse, il a été publié d'ailleurs que quand ils vont partir, ils vont avoir plusieurs dizaines de millions de shekels. Je crois que chacun, il avait une raison spéciale pour démissionner, pour pouvoir faire quelque chose d'autre dans sa vie. Mais ce qui est intéressant à noter, à dire, c'est que ces 3 grandes banques dont on parle, malgré, il y a beaucoup de critiques qui sont faites contre eux, et il y a, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, leurs bénéfices et leurs valeurs ces dernières années ont beaucoup augmenté. Et donc, en règle générale, par la presse économique et financière et par les analystes, ces 3 PDG de banques sont considérés comme avoir fait du bon travail. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter non plus pour eux, parce qu'ils vont sans doute retrouver du travail très rapidement et sans doute un salaire encore meilleur. Oui. Voilà. On va terminer par un sujet qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, cette semaine en particulier, puisque le 1er juillet, Benjamin Netanyahu a annoncé donc la fermeture définitive de l'aéroport de Sde Dov. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit aéroport qui se trouve au nord de Tel Aviv et qui servait exclusivement au vol entre Tel Aviv donc et Eilat. Et donc cet aéroport a été fermé. Alors, quelles vont être les conséquences économiques de la fermeture de cet aéroport ? Oui, beaucoup ont parlé sur des conséquences économiques sur Eilat, et je ne veux pas en parler, sûrement vous en avez fait. Ce que je voudrais parler, c'est d'un certain coin, comme on dit, par rapport à Arkia. Arkia, un des endroits principaux où elle faisait, c'était d'aller de Tel Aviv jusqu'à Eilat. Et en 2013, c'est ça que je veux venir là-dessus, il y avait eu un accord entre les syndicats de Arkia et du personnel et la direction en disant, c'est en 2013, mais dans les prochaines années, est-ce que Sde Dov sera peut-être fermé ? Qu'est-ce que va faire Arkia dans ces cas-là ? Il a été promis à l'époque, par écrit, que même si ça arrive, Arkia s'engage à ne pas en renvoyer du personnel. Or, justement, dès que ça s'est fait cette annonce, le président d'Arkia, M. Nakash, a annoncé que bien que cet accord ait été fait,
pour que l'entreprise ne soit pas en faillite, il va dans les prochains temps licencier un tiers du personnel. Ouais, c'est énorme. C'est de 150 par rapport à 750. Et je voudrais dire de façon plus globale, c'est un problème, à mon avis, social, lorsqu'il y a un accord qui a été fait entre une entreprise ou l'État même et les syndicats, il n'est pas possible de revenir après parce que ça sera un problème pour le futur. Et je comprends, moi, l'amertume et aussi la colère et la tristesse des salariés. Et je comprends qu'il y a un problème de RKIA, il faut qu'il serait autrement. Mais c'est un autre. C'était quelque chose d'important. C'est une autre conséquence donc de la fermeture de cet aéroport, à part bien entendu aussi les conséquences pour la ville d'Eilat et pour les habitants de cette ville d'Eilat. Merci en tout cas, Daniel, d'être venu ce matin dans nos studios pour nous parler donc de tous ces sujets économiques de la semaine. Merci.